Donc vous allez avoir, voilà, vous allez avoir un petit message. Avant de commencer, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, non? Est-ce que quelqu'un peut me mettre un message? Oui, on t'entend, Karine. Ok, merci Nadine. Alors, on est parti. Alors, je me dis, bah, finalement, dans tous les pratiquants de club, je voulais faire ce webinaire avant que la saison ne débute vraiment par rapport à l'optimisation de la pratique et pratique du triathlon et notamment par rapport à l'approche intégrative tête et corps. Vous savez à quel point ça me tient à cœur. Et puis c'était un peu pour un peu synthétiser tous les webinaires auxquels vous avez peut-être assisté et de faire un petit état des lieux en tout cas, de la bonne pratique et puis finalement d'aller un pas vers l'efficience. Alors, évidemment, c'est enregistré. Évidemment, je vous demande d'interagir. Aujourd'hui, je suis toute seule. D'habitude, je fais intervenir des gens. Là, je suis toute seule. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. D'accord? Même si c'est un peu éloigné peut-être de ce que je suis en train de dire, peu importe, l'idée, c'est aussi qu'on puisse répondre à vos questions. Et pourquoi on a décidé de faire ça? Bah, parce que vous le savez, il y a eu l'aquathlon organisé par la Ligue Île-de-France de triathlon. Vous étiez peut-être. Et puis il y a Bois-le-Roi, voilà, qui arrive aussi ce week-end. Et j'ai essayé de faire quelque chose, voilà, très pragmatique pour vous donner en tout cas en ce début de saison. Avec humilité, bien évidemment. Donc, je ne vais pas rentrer dans vos corps de séances d'entraînement, c'est pas ça qui m'intéresse, mais vous allez voir, c'est tous les à côté. Et que bien évidemment, comme je l'ai intitulé sur le titre dans l'optimisation de la pratique, hein, c'est aussi de comment on va pouvoir tout concilier, comment on va pouvoir finalement avoir une progression durable sans se blesser. Donc tel est en tout cas comment dire, ce que je souhaite aborder aujourd'hui. Et on va, hop, commencer tout de suite par la première slide. Mince. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Et encore une fois, n'hésitez pas à dire à des gens qui sont dans le milieu du triathlon de nous rejoindre. Vous allez voir, ça va être très pragmatique. Alors, à la rencontre du mental et du corps, pardon, comment optimiser sa pratique? Eh ben alors, c'est très bien, c'est très simple. Pourquoi j'ai souhaité aborder ça? Parce que il me semble que la vie de tout le monde est de plus en plus speed. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez d'ailleurs interagir par rapport à ça. La vie est speed et que finalement, on a quand même trois activités à caler et quid, en tout cas, du temps qu'on peut donner. Deuxième élément, pourquoi j'avais dit optimiser sa pratique? Parce qu'au-delà de la vie speed et qu'on a trois activités à caler, vous comprenez bien que euh, il y a aussi caler ses activités par rapport à sa gestion vie professionnelle, vie privée. Et que en soi, là encore, c'est pas simple, hein, parce que finalement, comme votre but, et en tout cas, vous pouvez me le mettre voilà, sur le chat, c'est vrai que sur les aspects motivationnels, un individu va être motivé bah, quand il va prendre plaisir et quand il va sentir qu'il progresse. D'accord? Donc le but, ça va être de caler la pratique du triathlon dans quelque chose qui soit harmonieux par rapport de là où vous partez physiquement parlant, tout en prenant en considération que vous avez envie de progresser dans les trois activités et finalement progresser, mais sans se blesser. Ouais. Est-ce que par rapport à ça, vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut interagir avec ça? Est-ce que j'ai oublié des éléments sur l'optimisation de la pratique? Non? Hein? Allez, vous pouvez parler comme on est en petit comité, c'est plus sympa. Alors, vous avez vu, et d'ailleurs, j'avais mis cette photo qui est assez rigolote, où vous avez le monsieur qui est avec son vélo, il dit quoi? Comment ça? Mon vélo sur le toit, et finalement, on en arrive à avoir
à avoir mis les enfants sur le toit pour pouvoir, en tout cas, mettre le vélo à la place des enfants. C'est un peu ça hein, aussi, le triathlon, et en tout cas, ce que j'entends au regard de la pratique et donc ce qu'on remonte dans les différents clubs. Hop, mince. Alors, pourquoi il ne veut pas passer? Je m'excuse, je vais devoir à chaque fois, j'ai un problème avec mon Zoom. Bon, alors à chaque fois, je m'en excuse, je vais changer les slides. Voilà, hop, j'arrive. À tout de suite. Pourquoi il veut pas? Voilà, bon, on va. Vous voyez bien ma slide là? Alors, donc vous avez compris sur l'optimisation de la pratique. Et puis finalement, j'avais mis le triathlon, c'est aussi la rencontre du mental et du corps. Alors, rencontre du mental et du corps, parce que je vais vous conforter, même si tu es un sport qui prend beaucoup de temps, hein, et que c'est pas simple à gérer la pratique des trois activités avec l'ensemble de votre vie professionnelle, vie privée, tout en calant par rapport au niveau de conditions que vous partez et que vous avez envie de progresser sans vous blesser, bah finalement, vous voyez qu'un petit peu, je vous ai ressorti des choses parce que c'est hyper intéressant et ça vient de paraître là par rapport, alors là, c'est plus pour les clubs hein, et faire la pub du triathlon. Et puis pour vous rassurer qu'il faut continuer à faire du triathlon. Pourquoi? Parce que les derniers chiffres de l'assurance maladie, et c'est ce que je vous ai mis ici, hein, ils sont catastrophiques à la rencontre du mental et du corps. Alors, si on prend le corps aujourd'hui, hein, en France, on en est quand même à, vous le voyez ici, 46% de gens en surpoids, 17% d'obèses et 17 millions de gens qui sont touchés par l'hypertension artérielle, c'est-à-dire un tiers de la population est hypertendue. Bah ouais, hein, quand voilà, on ne bouge pas et qu'on ne fait pas du sport. Et évidemment, le triathlon, c'est ce que je vous ai mis là, bien fait au niveau du corps parce qu'on a trois sports portés. Donc, quel que soit le niveau de pratique, vous allez pouvoir commencer progressivement, avoir une sensation de progression et en plus, vous n'allez pas vous ennuyer au regard de la diversité des activités. La tête, alors je vous l'ai mis là et ça, c'est plus une vision pour les clubs hein, et pour vous qui débutez. Sachez que à l'aube de 2030, le triathlon va devenir une pratique aussi de gens qui sont quand même relativement âgés, puisque la population vieillit, hein, d'accord? Et puis le deuxième élément, c'est pour ça que j'ai mis à la rencontre du mental et du corps, parce qu'au niveau de la tête, évidemment, et par rapport aux dernières données, notamment de l'assurance maladie, vous voyez, ça va vous conforter. Oui, il faut vous continuer le triathlon parce que du coup, c'est gage de prévenir un certain surpoids, l'obésité, voilà aussi, hein, et de l'hypertension artérielle et toutes les maladies associées inhérentes au fait que vous ne bougez pas assez. La diversité des trois activités est extrêmement bonne pour vous ainsi que pour votre tête et en espérant voilà, de prévenir que vous ne soyez pas dans les 1 Français sur 5 qui aujourd'hui sont traités de façon chronique pour leur santé mentale. Pourquoi dans le triathlon ça prévient de tout ça? Bah parce que quelque part on est un sport dehors, de déconnexion, hein, avec une pratique de l'activité ensemble ou seul. Donc il y a une possibilité de pratique et de mouvement qui est en adéquation par rapport à vos besoins du moment. Ça marche? Euh, Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ça? Oui? Non? Non? Ouais, Karine, Ouais. comme dans le chat, c'est dit, la course à pied, on peut le considérer comme un sport porté, vraiment. Alors, la course à pied, non, ce n'est pas un sport porté, parce que évidemment, c'est plus le vélo et la natation. Oui, j'ai mis 3 sports portés, excusez-moi, c'était 2. Je viens de voir mon erreur et vous avez raison de me le faire remarquer, il y a 2 sports portés. Je pensais plus, en fait, pourquoi j'avais mis 3, c'est parce que j'avais en tête aussi que pour des gens dans le cadre d'une reprise d'activité physique, rien ne dit que le triathlon, il faut le faire en courant. D'accord? On peut très bien commencer la pratique en marchant. Et évidemment, on n'est pas sur un sport porté, mais on est un sport qui est complètement adapté à la reprise d'une activité physique par rapport à la progression et à la moindre blessure. Merci en tout cas pour votre remarque. Et, euh, et donc, voilà, c'est bien 2 sports portés et non pas 3. Ça marche?
Alors, derrière, j'allais vous dire, ben, on va continuer, en tout cas, d'avancer par rapport à ces slides et vous dire que, voilà, alors, vous en êtes sûrement convaincus, mais juste pour vous dire, voilà, oui, le triathlon, c'est bon pour la santé, pour la tête et le corps. Et ça a encore été, il y a très récemment le plan national sport santé qui vient de sortir, hein, et qui dit qu'il faut que les gens se mettent en mouvement avec une diversité d'activités physiques. Hein, et donc tout ça, ben, ça prouve quoi? Ça prouve tout simplement que le triathlon reste l'activité phare. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vous ai dit le triathlon, bien sûr que c'est adapté par rapport aux besoins de santé aujourd'hui de la population et sûrement de vous, enfin je l'espère, mais, je vous ai dit, la pratique de 3 activités avec la conciliation de la vie professionnelle de la vie pro, en sachant que vous partez d'un certain niveau et que vous voulez progresser durablement et non pas vous blesser, comme je le vois dans beaucoup de clubs aussi. Je ne vais pas rentrer dans la notion de corps de séance. D'accord? Par contre, avec humilité, je vais, en tout cas, échanger avec vous sur les choses qui me semblent importantes si vous voulez progresser et aller, c'est quelque part, je vous ai mis un pas vers l'efficience. D'accord? L'efficience dans votre pratique au quotidien. Alors, premièrement, je ne vais pas rentrer, comme je vous l'ai dit, dans je fais telle séance pour progresser en course à pied, en vélo, en natation. Ça, il y a effectivement, vous avez tous des éducateurs dans vos clubs et il y a peut-être même des éducateurs qui sont avec nous et qui sont voilà, extrêmement compétents et je ne vais pas perdre de temps en tout cas pour agir là-dessus, mais un peu refaire un focus sur tout le monde, ce que tout le monde sait, mais ce que globalement beaucoup de gens oublient de faire. Premièrement, quand vous pratiquez le triathlon, alors, chose bête, il faut être à l'écoute de sa tête et de son corps. Alors, vous allez me dire, être à l'écoute de sa tête et de son corps, oui, bien évidemment. Oui, bien évidemment, sauf que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai mal, hein, et là, je vais parler donc pour celles et ceux qui le savent, donc je suis pharmacienne à la base, je vois énormément de gens qui viennent me dire ah bobo, d'accord? Donc la première règle essentielle à prendre en considération, c'est être à l'écoute de sa tête et de son corps, et que quand vous avez mal, quand j'entends des gens qui courent, voilà, bourrés d'anti-inflammatoires, ça me gêne, d'accord? Ça veut dire que quelque part, alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut stopper la pratique, attention, mais c'est de dire que quand vous avez mal, c'est qu'il y a des signaux qui sont envoyés par le corps et la tête d'ailleurs, et qu'il va falloir investiguer le pourquoi du comment. Donc déjà, la première chose à faire quand vous êtes dans ce cas-là, si vous avez mal, 0 pour vous donner aussi des indicateurs, hein, 0, j'ai mal, 0, pardon, j'ai pas mal, 10, j'ai très très mal. Sur une échelle de 0 à 10 de la douleur, vous allez devoir continuer votre pratique de triathlon sur maximum 3 en termes d'intensité de douleur. D'accord? Sans médoc. Donc le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on se bourre de médoc, on n'y voit pas clair sur ce qui se passe. D'accord? Sachant que en plus, comme c'est un effet masquant, hein, et je passe aussi en visio, enfin en tout cas, je mets en évidence ceux qui font de l'ultra. Sachez que la consommation de certains médicaments avant des courses d'ultra pour pouvoir prendre le départ alors que les gens sont cassés en deux a des conséquences néfastes sur votre santé. D'accord? Donc, première chose, je suis à l'écoute de ma tête et de mon corps. Si j'ai mal, effectivement, je continue la pratique sur une échelle de 0 à 3. Sur une échelle pardon, de 0 à 10, je vais jusqu'à 3. Et je fais attention aux médicaments que je vais consommer et notamment la classe des anti-inflammatoires. Ouais? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça déjà? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont pris
des départs de course en ayant des anti-inflammatoires, en ayant pris des anti-inflammatoires. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Voilà, réagir et pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse discuter. Non? Alors, ça, déjà, c'est la première chose. Du coup, voilà, ne masquez pas les choses, investiguez les choses et arrêtez de continuer à vous surentraîner sur un corps qui a déjà mal. D'accord? Par contre, la règle, voilà, échelle de douleur, 0 à 3, je peux continuer. Si c'est au-delà, voilà, il faut aller se reposer les bonnes questions. Deuxième chose, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, je ne progresse pas ». Une de vos meilleures sources de progression après l'aspect qualitatif de vos séances, de ce que vous allez faire dans votre séance et de l'adaptation des choses au fil de l'eau, c'est votre sommeil. On a fait un webinaire dessus. Hein. Si, comment dire, vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à le revoir. C'est moi qui l'avais animé. Historiquement, j'ai énormément travaillé sur le sommeil et sur une petite molécule qui s'appelle la mélatonine, qui est tout simplement votre hormone du sommeil. Alors, le sommeil est gage de récupération et de progression. D'accord? Donc, quelqu'un qui va aller s'entraîner voilà, sur un corps fatigué, je vous dis, attention, ça va dépendre de ce que vous faites en termes de séance. Si c'est un petit footing, why not? Vous êtes éclaté de votre journée et vous me faites une séance d'intensité, je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Mais vous comprenez bien que c'est toujours dans l'écoute tête et corps, à vous de juger les choses. Mais c'est sûr qu'une séance d'intensité sur un corps fatigué, vous êtes sûr qu'il y a peut-être la blessure au bout. Ouais. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans le chat. Donc, votre sommeil, c'est votre meilleur booster de performance. Je dis le sommeil est un très bon médicament, c'est vrai, d'accord? La carence en sommeil, et clairement, derrière, c'est clair que c'est la meilleure façon de ne pas progresser, de ne pas récupérer, voire de se blesser. D'accord? Alors, je vais vous donner des exemples aussi extrêmement frappants. Alors, vous savez que dans les clubs, on fait ce qu'on peut, d'accord, par rapport au management des créneaux. Par rapport au sommeil, il y a une chose qui me semblait importante à partager, c'est que, évidemment, il y a des entraînements tardifs. Je pense notamment par rapport à la natation. Hein. Alors, la natation, effectivement, si vous avez des entraînements, des fois, dans certains clubs, je prends l'exemple à Palaiso Triathlon, on a des entraînements extrêmement tardifs qui, de mémoire, voilà, ça prouve que je nage beaucoup, se terminent. Je sais qu'il y en a pas mal du club, là, vous pouvez m'aider sur la fin des entraînements, mais je crois que les plus tardifs finissent à 22h30. Donc, vous comprenez bien que quand on fait de la pratique physique, et c'est de là où je voulais en venir sur la tête et le corps, vous allez exciter et produire tout un tas de substances qui vont faire, ça va mettre votre corps en éveil. D'accord? On dit toujours, pour avoir un sommeil de qualité, il faut arrêter la pratique d'activité physique 2 ou 3 heures avant l'heure du coucher. Donc, quand vous avez votre entraînement de natation jusqu'à 22h30 et que vous vous êtes pris, bien évidemment, vous vous êtes pris, comment dire, vous n'avez pas que votre entraînement de natation, d'accord, qui produit tout un tas de substances. Vous avez également votre journée. Votre journée qui aussi a été entachée de hauts et de bas et surtout de stress, donc de production de cortisol. Le cortisol, si vous ne connaissez pas, c'est une substance que vous produisez en début de journée pour vous donner vraiment la patate, entre guillemets.
savent qu'à chaque fois que vous avez un stress, il y a production de cortisol. Et après, ça veut dire quoi? À la fin de journée, vous êtes emmagasiné des stress parce que aujourd'hui, enfin, je veux dire, globalement, on a tous des vies stressantes, d'accord? Et derrière, vous me faites la pratique d'une activité physique qui va se terminer tardivement. Il est clair que derrière, je l'entends dans beaucoup de clubs, on a des gens qui n'arrivent pas à dormir à 2-3 heures du matin. Et oui, parce que du coup, vous avez mis votre corps dans une certaine euphorie, on va dire, sans rentrer dans le détail des substances qui sont produites, et que du coup, si vous ne faites rien, évidemment, vous allez avoir des difficultés à dormir. Mais pas que. C'est-à-dire que le fait de ne rien faire et de ne pas décortisoler votre corps, hein, ça joue également sur votre insulino-résistance. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est-à-dire que quand vous avez des entraînements tardifs, vous allez aussi jouer sur votre insulino-résistance, c'est-à-dire que les éléments de votre corps qui permettent de réguler votre glycémie vont dysfonctionner. Or, vous savez que dans la pratique du triathlon, bien évidemment, que la régulation de la glycémie est un gage aussi d'une certaine performance. Donc, pour ça, il va falloir, bien évidemment, travailler et lisser ces taux de cortisol. Un truc extrêmement simple à faire, c'est la cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la cohérence cardiaque et qui la pratiquent justement pour lisser les taux de cortisol inhérents à l'entraînement tardif et aller chercher le sommeil? Ouais, Nadine. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pratiquent la cohérence cardiaque ou qui veulent voilà, témoigner? La cohérence cardiaque, c'est quoi? Il faut que vous compreniez que votre corps, hein, au niveau respiratoire, vous avez l'inspiration et l'expiration. Jusque-là, tout va bien. Normalement, on est dans un rythme de 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. D'accord? La cohérence cardiaque, c'est quoi? On va aller jouer sur notre système nerveux autonome, hein, qui est un système très très important qu'on régule notamment par la respiration et pas que. Hein. Je vous rappelle que la respiration est la seule fonction vitale sur laquelle vous avez la main. D'accord? La tête et le corps. Donc, du coup, on va aller se mettre en posture respiratoire de manière à allonger le temps d'expiration par rapport au temps d'inspiration. Il y a tout un tas d'applications qui vous aident à faire ça, d'accord? Notamment Respirelax. Et l'idée, c'est quoi? C'est, alors, selon les personnes, parce que ça va dépendre, mais en tout cas, le fonctionnement global est d'augmenter son temps d'expiration par rapport à son temps d'inspiration. Je vous conseille fortement de le faire et on dit, on le fait pendant 5 minutes. D'accord? Et l'idée, c'est de se dire, voilà, je vais inspirer pendant 4 secondes. Au lieu de faire 5 secondes, j'inspire, 5 secondes, j'expire. On va faire 4 secondes, j'inspire, 6 secondes, j'expire. Ouais? Mais pour ça, il va falloir aller en respiration ventrale. Et comment on va faire pour avoir la respiration ventrale? On va le pratiquer tout de suite ensemble. Voilà, on ne va pas le faire pendant 5 minutes, hein, d'accord? Mais vous comprenez bien que si ce système nerveux autonome s'entraîne, hein, et que plus vous allez le pratiquer, plus vous allez trouver la détente extrêmement rapidement. D'accord? Donc, on va le faire ensemble tout de suite. Pour aller chercher votre respiration ventrale, vous allez tout de suite commencer par souffler. Et oui, messieurs, dames, parce que pour bien respirer, il faut déjà bien vider. Vous êtes d'accord, hein? Pour remplir une bouteille d'eau, il faut déjà qu'elle soit vide. On est d'accord? Si elle est à moitié pleine, ça ne va pas le faire. Donc, vous allez mettre votre main sur le ventre. Je vous propose qu'on le fasse ensemble. D'accord? Vous allez donc souffler longtemps. D'accord? Vous essayez de souffler pendant 6 secondes. Et vous inspirez sur 4 secondes en comptant dans votre tête 1, 2, 3, 4. Et je souffle de nouveau pendant 6 secondes. Et j'inspire, donc j'inspire de nouveau sur 4 secondes. D'accord? Ça, on va se le faire ensemble là, pendant une petite minute. Je vais vous montrer. Alors, il y a des
je vais vous montrer, il y a des choses voilà, que vous pouvez trouver sur Internet. Hop, je vais aller vous chercher ça. Alors, on va se le faire voilà, en petite vidéo. Voilà. Bon, je vous en montre une, hein, d'accord? Je vais vous montrer un truc là sur YouTube. Vous allez voir, hein, il y a 20 000 trucs qui existent. Alors, vous voyez ma petite bulle qui monte là, tout le monde a accès ou pas? C'est bon? Donc, vous voyez, quand la bulle monte, j'inspire. Quand je souffle, elle descend. Selon les vidéos, c'est managé d'une certaine manière. Et évidemment, quand vous voulez aller chercher le relâchement, et notamment par rapport à des entraînements de natation, je vous conseille de faire ça. Donc, vous allez le faire là pendant le truc. Alors, je vous ai mis une certaine musique. Je me tais pendant 2 minutes. C'est parti. Quand la bulle monte, j'inspire. Quand la bulle descend, je souffle. OK. Ça marche? Donc ça, c'est une première technique pour bien évidemment lisser les taux de cortisol de votre journée et surtout éviter que les entraînements tardifs impactent sur votre aspect qualitatif de sommeil. Il y a un autre truc que vous pouvez faire, c'est le rythme 478. Il y en a qui connaissent? Alors, le rythme 478, vous inspirez sur 4 temps, apnée sur 7 et je souffle pendant 8. Ça, c'est un rythme respiratoire spécifique, d'accord, pour prendre le sommeil. Donc, je répète, la cohérence cardiaque, elle est là pour lisser vos taux de cortisol. Le 478, j'inspire 4 temps, je coupe 7 temps et je souffle 8 temps. Ça marche? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, je vois qu'il y a des trucs dans le chat, comme je suis toute seule. Peut-on avoir une séance qui produit des endorphines seulement en évitant l'adrénaline qui empêche de dormir? Alors, je vais être très claire. Plus vous me faites des séances à intensité, plus vous allez vous exciter. On est d'accord, hein? Greg qui a posé cette question. Donc, évidemment, plus vous allez aller dans l'intensité des séances, plus il y a des risques que votre sommeil soit impacté. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? Donc,
On répète. Oui, voilà, OK par rapport à vos corps de séance, natation, vélo et course à pied. N'oubliez pas que la vraie source de progression, c'est encore une fois la récupération. Votre sommeil est là. J'ai donné cet exemple des entraînements tardifs parce que c'est intéressant, entraînement tardif, mais également tout ce qui est à intensité va bien évidemment perturber, peut en tout cas, chez des gens qui sont fragiles, perturber votre sommeil. Et là, vous avez deux moyens. Un, la cohérence cardiaque, d'accord, pour lisser vos taux de cortisol. Deux, ce que je vous ai donné en technique de respiration, 478. Ouais, ça marche. Et en préambule, pour celles et ceux qui nous ont rejoints, je répète, la consommation d'anti-inflammatoires et notamment dans les sports d'endurance, il y a de plus en plus d'études et ce n'est pas dénué d'effets. D'accord? Parce que les anti-inflammatoires, si vous les consommez trop, bien évidemment, il va y avoir des effets au niveau estomac. Donc, si vous en consommez trop, il y a risque d'ulcère, de saignement digestif. Vous savez qu'en plus, avec la pratique d'ultra, ça majore ces problématiques-là. Chose un peu moins connue, beaucoup de gens oublient que quand vous prenez des anti-inflammatoires, il y a un risque évidemment de déshydratation. D'accord? Vous allez mettre votre rein dans des situations compliquées et notamment voilà, par rapport à tout un tas de choses parce que quand vous faites des sports d'endurance, il y a de la rhabdomyolyse, c'est-à-dire que vous allez détruire du muscle et que ça, si vous prenez des anti-inflammatoires par-dessus, ça ne fait pas le bon mélange. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On passe à la suite. Oui, j'ai l'impression d'être avec un écran noir. Vous pouvez mettre vos visages. Des questions ou pas? Ça vous semble clair, intéressant? Pas du tout intéressant. Vous n'hésitez pas. Voilà. Alors, je vais donc continuer en déroulant donc les choses. Alors, on a parlé de l'impact du sommeil. Je ne vais pas aller vous parler de l'impact des écrans, d'accord? Donc, si vous entrez de l'entraînement tardif avec une séance à intensité que derrière vous mettez sur les écrans, le combo extraordinaire pour ne pas dormir, puisque je rappelle, si vous ne le savez pas, la lumière bleue est un destructeur de mélatonine et que bien évidemment, ça va avoir un impact sur votre sommeil. Et du coup, quand on ne dort pas bien, encore une fois, on ne récupère pas bien, risque de blessure et gage d'une moindre progression. D'accord? Alors, la respiration, bah oui, c'est fondamental et c'est ce que j'ai mis à la suite de ça. C'est fondamental aussi dans votre pratique du triathlon. Je vais donner un exemple extrêmement précis. Vous êtes dans le speed total, d'accord? Et voilà, vous terminez votre journée et il faut arriver à l'heure à l'entraînement de course à pied. Chose un peu situation classique que l'on voit en club. Du coup, vous allez arriver dans le speed à l'entraînement avec une modification, d'accord, de votre respiration. La respiration à l'état basal, c'est-à-dire quand vous ne faites pas d'activité physique, vous respirez combien de fois par jour? Allez, c'est parti, c'est le juste prix. Si vous ne faites pas d'activité physique, vous le faites combien de fois? J'inspire et j'expire par jour. Allez, qui me dit des chiffres? Ouh. Vous ne savez pas? Allez, qui dit un chiffre? 10 000, 3 000, 60 000. Alors, quand on ne fait pas d'activité physique, merci à ceux qui mettent de la dynamique voilà, dans le webinaire, on respire 22 000 fois par jour à l'état de repos. Vous comprenez bien qu'à un moment donné, si vous arrivez à votre entraînement de course à pied, si vous arrivez à la séance de natation, alors en course à pied, bien évidemment, il va y avoir un impact, je vais vous expliquer pourquoi. De ne pas reprendre le bon rythme respiratoire. D'accord? Et en natation aussi.
Alors, je donne toujours cette image un peu des danseurs hein, qui sont toujours en retard sur leur chorégraphie. D'accord? C'est-à-dire que si vous arrivez dans le speed avec vraiment un rythme respiratoire qui a été complètement modifié et non pas dans quelque chose d'efficient, vous comprenez bien que la séance derrière va pas avoir l'impact qu'elle devrait être. Alors, en course à pied, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous allez monter en intensité, vous allez exploser, d'accord? Parce que sûrement que vous allez débuter à un rythme, en tout cas à une fréquence cardiaque qui est déjà haute. Si vous me faites aucun, comment dire, si vous n'agissez pas dessus et repartir sur quelque chose d'harmonieux. Et puis alors en natation, vous allez vous asphyxier, d'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, bah, finalement, dans la vie de tous les jours, notre respiration est impactée par notre vie. Sauf qu'en triathlon, la respiration, ça joue énormément. Hein. Il y a une multiplicité des activités. Et en plus, je vous rappelle que la natation, on est dans un milieu aquatique et que là, un diaphragme qui fonctionne extrêmement mal va avoir des conséquences justes. C'est-à-dire que quand vous allez pratiquer, bah, si vous ne respirez pas bien, vous allez avoir l'impression de ne pas progresser. Et je rappelle, si vous ne respirez pas bien, vous allez vous blesser. Bah oui, parce que les muscles, ils ont besoin d'oxygène. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas efficient là-dessus, bah, ça ne va pas le faire. Alors, petit truc extrêmement simple, comment allons-nous faire pour tout simplement avoir gage d'une bonne respiration? Bah, il y a plusieurs choses. Hein. La respiration, comme je disais, la rencontre de la tête et du corps. Déjà, il y a le corps. Le diaphragme est un muscle que vous allez pouvoir masser. D'accord? Et plus vous allez le masser régulièrement, moins quand vous allez arriver à votre course à pied, à l'entraînement de course à pied et l'entraînement de natation, vous serez impacté par, je veux dire, le speed qu'il y a eu juste avant l'entraînement pour rejoindre l'entraînement. Donc, le diaphragme, ça se masse. Alors, comment on va se mettre debout? Voilà, je me mets debout comme ceci. Un petit coup de pub pour le club de Palaiso Triathlon avec le t-shirt. Hein. Et donc, vous allez pencher votre buste en avant. D'accord? Mettre vos doigts là sous les côtes et vous allez masser le diaphragme de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord? Et oui, parce que votre diaphragme, c'est un muscle. Donc, s'il est extrêmement tendu par votre journée, c'est clair que vous n'allez pas bien respirer et que dès que vous allez augmenter en intensité, hein, vous allez tout simplement, si votre diaphragme, d'accord, le diaphragme, quand vous inspirez, il descend, quand vous soufflez, il remonte. S'il ne fonctionne pas bien, il va se bloquer. Et du coup, au lieu de prendre ça en termes d'air, vous allez me prendre que ça. Donc, du coup, vous allez augmenter votre fréquence respiratoire très rapidement, beaucoup plus vite que ça ne devrait. Ouais ou pas? Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez le droit de dire non. Deuxième élément, le diaphragme, on le masse devant ici, mais on le masse également derrière. Donc, vous allez vous mettre les mains comme si vous alliez danser de la country, hein, et vous allez mettre pencher, d'accord, votre buste vers la droite. Avec votre pouce derrière, vous avez la côte flottante derrière. Vous regardez où est votre côte flottante. Et là, du coup, vous allez appuyer pour libérer la zone de trigger point du diaphragme derrière. Ouais? Donc, super! J'ai travaillé mon diaphragme, d'accord? De manière à ce qu'il soit dans un fonctionnement optimal, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'inspire et que j'expire, il prenne, en tout cas, il soit dans un fonctionnement optimal. Et non pas que je me mette en tout simplement sur régime, alors que ce que je suis en train de faire n'impose pas le sur-régime. Mais vous comprenez bien que si ça fonctionne mal, vous allez vous mettre en sur-régime, notamment au niveau de votre fréquence cardiaque. Ouais. Et comme en plus ça fonctionne mal, vous allez pas bien récupérer de vos entraînements, pas bien récupérer, donc oxygéner vos muscles, du coup, quid de la progression et surtout quid de la blessure. Donc, vous voyez qu'avant les séances, avant de parler du contenu de séance, il y a tout un tas de choses à optimiser. Deuxième élément, pour la plupart d'entre nous,
vous êtes tous peut-être avec des jobs sédentaires assis. Hein, je ne vais pas vous dire que vous avez effectivement un psoas, hein, qui est un muscle fléchisseur de hanche. Si vous ne savez pas où il est, je vais vous le montrer tout de suite dans l'image. Votre psoas, qui est votre muscle fléchisseur de hanche, qui est activé toute la journée. D'accord? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et alors, qu'est-ce que ça fait? Mais qu'est-ce que ça fait, messieurs, dames? C'est que tout simplement, quand vous activez trop votre psoas et que vous m'enchaînez votre séance de course à pied avec un psoas extrêmement contracté, c'est clair que vous n'allez pas bien respirer. Je vous montre ce que c'est le psoas. Hop, vous le voyez, mon psoas, là, enfin les psoas, hein, vous le voyez bien? On l'a de chaque côté. Et quand je tape psoas et respiration, hein, vous voyez que, regardez, là, cette image, elle est frappante. Vous voyez bien ici que votre psoas est relié à votre diaphragme. Hein? Donc, conclusion de tout ça, c'est bien de faire des séances de ouf. D'accord? Mais n'oubliez pas d'étirer votre psoas, quotidiennement parlant. Parce qu'effectivement, le fait de ne pas étirer son psoas va faire que vous allez vous mettre dans des mauvaises capacités respiratoires. Comment on étire son psoas? C'est très simple. Hein. Voilà, vous pouvez, donc vous allez mettre un pied devant l'autre, là, vous voyez, comme si vous étiez en fente. Hein. Vous allez pencher, donc, d'accord, mettre le poids du corps, donc j'ai les pieds l'un devant l'autre comme ceci. Je mets le poids du corps sur, comment dire, ma jambe avant. Je serre mes fesses pour ne pas creuser le poids du dos, comment dire, le bas du dos, et je vais aller tirer cette partie-là à droite et à gauche. Et je peux même, vous voyez, moi, ce que je fais, je suis là, donc je me baisse en fente, je mets le poids du corps vers l'avant et j'ouvre du côté du psoas que j'étire pour aller chercher l'ouverture respiratoire. Ouais? Ça marche? J'ai perdu ma chaise, mon Swiss ball. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc oui, je suis d'accord. Vous allez progresser dans l'efficience de vos séances avec tout ça, mais n'oubliez pas la base. La base qui est votre respiration et de pouvoir m'optimiser ça en massant le diaphragme. Il y a tout un tas de choses hein, que vous pouvez faire, mais déjà dans les grandes lignes, je masse mon diaphragme hein, pour vraiment avoir une fonctionnalité. Je vais aller étirer mon psoas. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, évidemment. Le webinaire est trop court pour que je vous explique tout ça. J'ai fait un webinaire entier sur la respiration. Allez le voir, mais déjà, c'est un peu pour vous donner les grandes lignes. Ouais? Ça marche pour vous? Des questions? Non? Ça vous passionne? Pas du tout? Un peu? Euh, donc, euh, donc, vous voyez que oui, alors, je pense que dans votre aspect de progression et de volonté de progresser, n'oubliez jamais la base. Hein, d'accord? On l'a dit, le sommeil, déjà être à l'écoute de sa tête et de son corps, attention sur la consommation de médicaments, je pourrais en faire tout un truc. Attention voilà, sur votre sommeil, hein, en faisant de la cohérence cardiaque et du 478. Et la respiration, bien évidemment, c'est gage de progression. Ça marche? Donc, masser le diaphragme et tirer le psoas, c'est déjà dans les choses basiques et primaires. On peut aller beaucoup plus loin, bien sûr. Hein. Mais là, je dirais ça prendrait plus de temps par rapport comment dire, au webinaire. J'essaie un peu de vous donner des trucs pratico-pratiques. Évidemment, quel est l'indicateur? Oui, je vais aborder le renforcement musculaire. Il y a quelqu'un qui me pose la question. Quel est l'indicateur de savoir si votre diaphragme marche bien? Ben, c'est la natation. Hein. Voilà. Je trouve que le milieu aquatique est un très bon indicateur de savoir si votre diaphragme marche bien et de pouvoir travailler tout ça parce que voilà. Et toutes ces techniques-là, vous pouvez les mettre en place avant un départ en triathlon, par exemple, hein, la cohérence cardiaque, d'aller chercher la relaxation et de ne pas faire qu'avec le stress de la course, vous montiez en fréquence cardiaque, par exemple.
Alors, autre point, on continue dans les choses qui me semblent à mon petit niveau essentiel. La mobilité. Alors là, je vais être très claire. Mobilité, alors on va parler de la natation. Évidemment, la natation, l'épreuve, comment dire, un peu stress de gens qui font du triathlon si ce n'est pas des nageurs. La natation, c'est pareil. Quand je vois des gens enchaîner des séances de dingue, faites des longueurs. Je rappelle que la natation est le seul de nos sports qui, quand vous augmentez la cadence, vous n'allez pas aller plus vite. On est d'accord, hein? Le vélo, si vous restez sur un même rapport, vous allez aller plus vite. D'accord? Si vous êtes sur un même rapport, vous augmentez la cadence, vous allez aller plus vite. La course à pied aussi. La natation, vous pouvez très bien aller extrêmement vite sur les bras et ne pas avancer. Et j'en vois souvent dans les piscines. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez la résistance de l'eau. D'accord? Et il va falloir déplacer de l'eau. Mais qui dit déplacer de l'eau, il va falloir aller chercher loin. D'accord? Dans le mouvement, vous le savez, vous le travaillez à l'entraînement. Mais alors, aller chercher loin dans le mouvement. Si vous êtes avec des plaquettes, que vous ne travaillez avec des plaquettes pour aller travailler, disons, des capacités de force, si vous n'avez pas de mobilité d'épaule, vous allez vous péter les épaules. C'est-à-dire un bobo à l'épaule. J'ai nagé et j'ai bobo à l'épaule. Et oui, parce que la mobilité d'épaule, messieurs, dames, ça se travaille. Comme la mobilité thoracique. D'accord? Comment voulez-vous aller progresser en natation si vous n'avez pas une mobilité d'épaule efficiente qui va vous permettre d'aller chercher loin et si vous n'avez pas la possibilité au niveau thoracique, là, d'avoir une certaine mobilité thoracique qui va faire que vous allez pouvoir ouvrir. D'accord? Eh bien, ça se travaille. Ça se travaille comment, hein? Mobilité d'épaule. Alors, évidemment, on peut faire, l'épaule est une articulation extrêmement complexe, hein, qui se joue ici, mais également avec vos omoplates, hein. Déjà, ça serait cool de bouger vos petits omoplates, hein, comme ça, vous voyez, là, vous bougez vos omoplates, hein, il y en a en haut, un en bas, hein, voilà, je les écarte, je les serre, donc ça, c'est hyper important à faire. Et puis également par rapport à votre mobilité d'épaule, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer un petit exercice. Vous allez mettre vos paumes de main comme ceci vers l'intérieur, hein. Et alors oui, il y en a qui me disent avec élastique. Oui, alors avant de travailler les élastiques, travaillez aussi déjà votre corps sans forcément avoir d'élastique, hein. Alors je sais que ça fait bien de s'échauffer, voilà. Mais je dis avant de prendre du matériel déjà, faites déjà les choses. Il n'y a pas forcément besoin de matériel pour faire quelque chose d'efficient. Si vous avez des élastiques, tant mieux, mais ce n'est pas forcément voilà, nécessaire. Alors, vous allez mettre vos paumes de main comme moi, hein, vers le plafond, avec, vous voyez, mon épaule, hein, aller vers l'extérieur comme ceci. Vous allez monter, monter, monter les paumes de main. Je monte mes paumes de main. Voilà, je monte jusqu'à un moment donné, je ne peux plus. C'est-à-dire que je n'arrive plus à maintenir, d'accord, mon épaule vers l'extérieur comme ceci. Comme j'y arrive plus, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner mes petites mains de manière à les mettre côte-côte, comme ça. Je passe derrière, d'accord? Faire, attendez. Positionnement. Donc, je suis là. J'ai mes paumes de main côte-côte, hein, vous voyez. Je serre mes omoplates. Je vais extrêmement doucement, hein, je ne me fais pas des mouvements de dingue. Je serre derrière les omoplates. Je serre, je continue à serrer mes omoplates et je redescends. On le refait ensemble? Alors, je monte paume de main vers le haut. Je monte, je monte, je monte, je monte. Hein, quand je ne peux plus, je tourne mes petites pop-pommes de main comme ça. Hein, vous ne redescendez pas comme moi, vous faites dans la continuité du mouvement. Je serre mes omoplates. Et là, vous libérez. Après avoir libéré vos scapulas, vos omoplates, vous me libérez cette zone-là. On le fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va mettre les paumes de main vers le bas, l'épaule vers l'intérieur comme ceci. Je serre mes omoplates, je vais vers l'arrière. Et quand je ne peux plus, j'ouvre et je reviens. Voilà. Merci.
Merci mes épaules. Merci ma mobilité d'épaule qui va me permettre d'aller chercher loin devant et de déplacer de l'eau et de progresser. Autre point hyper intéressant, c'est aussi de travailler. Alors ça, je vous demande de le faire contre un mur. On va le faire ensemble. Hein. Vous mettez comme ceci contre un mur comme moi et vous basculez droite, gauche. Pourquoi c'est hyper important? Parce que vous allez travailler des aspects de rotation et notamment d'engagement de transverse et des obliques et de mobilité thoracique. Hein, parce que c'est-à-dire qu'on va faire un travail dissociatif, le bas va rester fixe et je vais travailler. Vous voyez, c'est mon haut qui tourne. Hein? Je tourne droite et gauche. Mon bas reste fixe. Je travaille ma mobilité thoracique qui me permet d'avoir une mobilité. Non seulement je vais aller chercher loin de l'eau derrière, mais non seulement sur l'ouverture thoracique, je vais être au top. Donc, ça veut dire que je vais super bien nager. Ouais. Deuxième élément, le vélo. Je vous donne deux petits exemples comme ça. Il y en a 20 000 hein, que je pourrais vous donner. Le vélo, tout le monde monte sur son vélo. Personne va aller travailler la mobilité du bassin. Et pourtant, la mobilité du bassin, elle est essentielle. Pourquoi? Vous avez votre jambe avec l'articulation de la hanche. C'est gage, si vous avez une certaine mobilité, c'est gage aussi que vous allez pouvoir être beaucoup plus... vous allez mettre beaucoup plus d'intensité sur l'engagement musculaire que vous ne pouvez. Quand ça ne fonctionne pas bien, c'est à l'identique pour l'épaule. Hein, ça fait... Les muscles, les fibres musculaires attachées à tout ça vont être dans une extrême sollicitation et badaboum, quand j'augmente l'intensité, j'ai bobo. La mobilité doit faire partie de votre vie. Sur, comment dire, le truc que vous pouvez faire pour travailler votre mobilité bassin, vous mettez comme ceci, d'accord, les mains derrière et vous faites l'essuie-glace doucement, droite et gauche. Vous connaissez par cœur ça. Et bien rien que ça, ce petit truc, avant de monter sur son vélo, si tant est soit peu qu'une petite minute, ça change bien évidemment la donne par rapport à des aspects derrière de progression, parce que vos fibres musculaires vont pouvoir travailler dans une espèce de libération, d'accord, et non pas travailler en mode bourrin. Ouais? Des questions? Ou ça vous semble évident? Dernier point que je voulais aborder, voilà, il me reste encore 5 minutes. Je voulais aborder le renfort des muscles profonds. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent, je suis une dingue de muscles profonds. Évidemment, alors déjà, dans le renforcement, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que je vais aborder l'aspect du renforcement? Première chose à sécuriser dans la pratique du triathlon, merci de renforcer votre chaîne postérieure. La chaîne postérieure, pourquoi? Parce que vous me faites des activités, pour la plupart, vous êtes assis toute la journée, donc votre chaîne postérieure ne travaille pas. Hein, c'est-à-dire la chaîne postérieure, bah, c'est simple, hein, c'est tout ce qu'il y a derrière. D'accord? Avec les ischios notamment. Quand ça ne travaille pas et que vous vous mettez à faire de la course à pied et derrière du vélo, où vous allez dans le vélo pousser et pas forcément tirer, vous me créez un déficit entre le devant, en tout cas entre les quadris et les ischios. Et du coup, en fait, vos quadris deviennent encore plus forts qu'ils n'étaient, parce que les quadris sont toujours plus forts que les ischios. Déjà, premier élément, bah, tous ceux qui courent vite, c'est ceux qui ont une faible différence entre leurs quadris et leurs ischios, sachez-le. D'autre part, quand il y a une trop grande différence entre vos quadris et vos ischios, eh ben, c'est bobo genou. Donc, il va falloir faire du renforcement de la chaîne postérieure. Donc, tout ce qui est extrêmement important de faire du talon-fesse, par exemple, quand vous faites, mais dans différents angles, hein, le talon-fesse dans l'axe, le talon-fesse avec les pieds vers l'intérieur et le talon-fesse avec les pieds vers l'extérieur. Ouais, ça, c'est déjà du renforcement ischio basique et primaire. Après, vous pouvez faire des élévations de pont qui vont aller engager, bien évidemment, vos ischios. La chaîne postérieure, elle est fondamentale. Vous pouvez la travailler aussi avec des balles en pilates, etc. Deuxième élément, vos muscles profonds. Hein. Alors, si vous n'avez pas compris que le triathlon, il faut avoir des muscles profonds, le plus bel exemple, c'est la natation.
Comment voulez-vous tenir dans l'eau si vous n'avez pas de muscles profonds? Notre corps, c'est une espèce d'un oignon, d'accord? Votre couche la plus profonde, et ce sont les muscles profonds. Donc, avant d'avancer dans l'eau, il faut être robuste de l'intérieur. Comment on les travaille? Il y a 20 000 possibilités de les travailler, mais en tout cas, quotidiennement parlant, vous allez travailler comment? En vous auto-grandissant, hein? Très simplement, je suis là, je vais m'allonger, c'est-à-dire je vais imaginer que ma tête, elle va vers le haut, que mes épaules s'éloignent de mes oreilles et que mes pieds poussent vers le bas. Là, je suis dans l'autograndissement, je vais aller travailler tous les muscles profonds le long de la colonne. Deuxième élément, pour le deuxième muscle profond que vous devez travailler, c'est votre transverse, qui est un peu votre ceinture lombaire ici. On va aller le travailler comment? Par, ah tiens, la respiration. On va inspirer par le nez, on se grandit, on retient un gaz fortement vers l'arrière. J'inspire par le nez et quand je souffle, je vais faire. D'accord? Je souffle comme si je voulais faire de la buée en retenant fortement un gaz vers l'arrière. Ça muscle mon transverse, hein, qui est extrêmement important, et notamment dans les sports de natation où vous avez besoin d'être équilibré dans l'eau. Les muscles profonds vont clairement vous aider. Dans le vélo, c'est du transfert de force entre le haut et le bas, la natation également, la course à pied aussi. Donc, vive les muscles profonds. Je vous ai donné un petit exercice, voilà, qui est extrêmement simple à faire quotidiennement parlant, en plus du renfort de votre chaîne postérieure. Voilà, ça me semble être le b.a.-ba de la pratique du triathlon. D'autre part, vous ne le savez peut-être pas, mais le transverse joue sur votre expiration. Donc, transverse, donc, qui est la ceinture lombaire transverse musclée, égale gage de bonne respiration également. C'est-à-dire qu'il va jouer sur l'expiration forcée. Donc, merci. Quand on arrive à bien optimiser tout ça, on arrive à bien remplir les poumons. Ouais. Dernier point. Dans 5 minutes, j'arrête et je vous demande des questions, voilà, si vous en avez. Évidemment, le dernier point, c'est l'alimentation. L'alimentation, alors je dis toujours, voilà, l'alimentation va contribuer aussi à votre bon sommeil, hein, et à votre bonne récupération, et gage aussi de progression dans le triathlon. C'est sûr que la malbouffe ne va pas vous faire progresser. Je vous m'en alerte aussi sur une chose, hein, que j'aimerais juste souligner. Beaucoup de gens basculent dans l'ultra. S'il vous plaît, modérato par rapport à l'utilisation de gel et tout ce qui est sucré, parce que voilà, mes copains, enfin en tout cas hépatologues, pardon, ont de plus en plus des sportifs qui arrivent avec des foies gras, d'accord? Parce qu'avec la démultiplication de ces substances, hein, que vous prenez, alors je ne sais pas ce que vous prenez, faites attention déjà à ce que vous prenez sur les compositions. Je vous renvoie au webinaire de Fabrice, de Fabrice, qui a fait notamment, hein, sur tout ce qui est alimentation. On en a fait 2, hein, webinaires. Allez écouter les webinaires sur l'alimentation. Merci d'arrêter de faire n'importe quoi et de manger de la malbouffe, parce que si vous vous entraînez et que vous mangez mal, c'est sûr que vous n'allez pas progresser. D'accord? Donc, l'alimentation doit faire partie intégrante. C'est tout aussi, je dis toujours, dans la priorisation des choses, vous avez quand même l'entraînement, qui sont les structurations. Tout le monde se prend la tête avec quelle séance va me faire progresser. N'oubliez jamais le sommeil et l'alimentation, hein. D'accord? Ce sont des piliers forts de la progression. L'alimentation en fait partie. Et bien évidemment, l'alimentation, voilà, en phase préparatoire de course, l'avant-course, pendant la course, hein, et attention à ce que vous prenez, ou alors des choses que vous faites par vous-même, hein, parce que des fois, à vouloir bien faire sur les recettes de bons youtubeurs, etc., vous faites plutôt de la mouise. Attention aussi sur les solutés de réhydratation que vous prenez pour la récup, etc., à pas me faire n'importe quoi, mais à un moment donné, basique et simple. D'accord? C'est-à-dire avoir une alimentation diversifiée et variée et qui soit adaptée par rapport à votre pratique, et que bien évidemment, plus vous allez aller sur des produits préparés, plus vous allez contribuer à engager un mauvais sommeil.
parce que dans les trucs tout préparés, il y a des substances qui sont hyper perturbateurs de sommeil. Vous le savez peut-être pas. Si vous le savez pas, je vous le dis. Donc, alimentation, voilà, vraiment booster les choses, hein, évidemment, les protéines, la diversification voilà, alimentaire. Et c'est vrai que c'est gage d'efficacité sur le long terme, d'accord? Et sur tous les trucs de malbouffe et tout préparé, attention, trop salé, trop sucré, et attention sur l'usage des gels et des barres trop sucrés qui vont avoir des conséquences notamment au niveau de votre foie. Ouais? Ça marche. Je rappelle aussi pour mesdames hein, que vous avez un webinaire spécifique sur pratique féminine et triathlon. N'hésitez pas à le voir parce que évidemment nos hormones vont jouer aussi sur tous ces aspects-là à différentes phases de la vie. Hein. Je rappelle la périménopause, ménopause hein, va impacter fortement sur votre respiration, sur votre sommeil aussi. Donc il y a tout un et notamment dans ces phases-là, mesdames, si vous êtes dans ce cas, il faut vraiment voilà, sécuriser votre foie dans les aspects de périménopause et ménopause, sécuriser la santé de votre foie puisque c'est gage d'avoir un minimum de conséquences en lien avec toute la symptomatologie de périménopause et ménopause. Est-ce que vous avez des questions? Donc, vous avez vu les séances d'entraînement, ok, mais, n'oubliez pas le reste. Donc, le triathlon, oui, est un sport. Et vous avez vu, en pratiquant le triathlon, vous allez vous protéger de tout un tas de choses qu'ont tous les Français, entre guillemets. Donc, continuez. Hein, c'est voilà, un sport qui est juste incroyable par rapport à des besoins quotidiens qu'on a envie de faire de la pratique seule ou à plusieurs. Et également de par la diversité des activités, la complémentarité des activités. Mais, à force de focuser sur vos séances, n'en oubliez pas, s'il vous plaît, les choses essentielles que je viens de dire et que je vais remettre. On pourrait en parler pendant des heures. Voilà. Le sommeil, bien évidemment, la respiration, les aspects de mobilité, les renforts de muscles profonds et de chaîne postérieure, votre alimentation et surtout être à l'écoute de sa tête et de son corps. Et quand on est crevé, voilà, quid de l'adaptation de la séance que vous allez faire quand on est crevé. Eh ben, peut-être que voilà, modérer les choses, c'est peut-être la chose en tout cas la plus pertinente à faire. Alors maintenant, je vais vous demander de me poser des questions et je suis ravie parce que Vincent en pose une. Avez-vous un lien ou autre pour des recettes sport rapides à réaliser le soir? 4 sportifs à la maison, c'est serré pour la pote. Merci pour le webinaire. Alors, sur les livres de Fabrice Kuhn, hein, il fait tout un tas de conseils. Il donne, voilà, Fabrice Kuhn, tout un tas de conseils sur l'alimentation. Je vous invite vraiment voilà, à acheter ces bouquins. C'est super, c'est très simple et ça sera riche d'enseignements pour vous par rapport à l'alimentation. Je rappelle aussi qu'on a fait un webinaire, hein, notamment par rapport si vous avez des jeunes pratiquants, attention à la période d'adolescente. On a parlé du Rett syndrome, c'est-à-dire le fait que comme on est 3 sports extrêmement sollicitants au niveau métabolique, des fois, il y a nos jeunes ne mangent pas assez et ça peut avoir des conséquences très importantes, notamment chez le public féminin, avec un arrêt des règles. Non, ce n'est pas normal de ne plus avoir ces règles. Messieurs, si vous êtes encadrant masculin, merci de poser la question comment dire, aux adolescentes, si elles ont toujours leurs règles, c'est hyper important. Ne pas avoir ces règles, c'est très grave et ça peut le devenir encore plus si on n'est pas vigilant là-dessus. Voilà, je reste à votre disposition. Ça fait partie aussi des choses hein, qu'on peut faire aussi dans les clubs. N'hésitez pas à me solliciter pour des interventions X, Y, Z. Hein, je le dis. Vous avez vu le triathlon. Alors, c'est vrai que j'ai une étiquette très santé, hein, mais vous voyez qu'il y a tout un tas de choses à aborder.
Donc, sur les livres de Fabrice Kuhn, oui, nutrition de l'endurance et l'assiette de l'endurance de Fabrice Kuhn, top. Merci Lolo. Il y a une personne qui me demande pour une femme ménopausée, qu'entendez-vous par sauvegarder son foie? Alors, je dis prendre soin de son foie. Prendre soin de son foie parce que, sachez-le, quand il y a les bouleversements hormonaux, l'organe de détoxification est votre foie. Et en fait, tous les symptômes inhérents à la ménopause sont liés au fait que le foie n'arrive plus à bien bosser. D'accord? Il sature en fait le foie. Et quand il sature, eh ben, évidemment, ça fait des petits symptômes comme les bouffées de chaleur, comme tout un tas de choses. Donc, un foie qui ralentit, c'est un foie aussi qui a du mal à détoxifier. Ça, du coup, ça va impacter sur votre sommeil. Les réveils nocturnes à 4 heures du matin, c'est un foie qui flambe. Hein, donc, il faut préserver. Alors, je n'avais pas dit sauvegarder son foie, mais ma foi, sauvegarder votre foie, c'est important. Et surtout garder la foi, mais à la périménopause et ménopause, il faut vraiment agir correctement là-dessus en détoxifiant son foie. Et notamment en mettant tout ce qui est légumes verts, hein, vous le savez, le chou, les choses comme ça sont des détoxifieurs de foie. Après, vous pouvez me faire des petits cocktails Molotov, un petit cocktail voilà, de soirée, citron, gingembre, curcuma et menthe, hein, pour détoxifier le foie. Voilà, des petites recettes simples pour mesdames. Voilà. Et puis surtout, à la phase de périménopause et ménopause, attention, je le dis, à la consommation d'alcool qui a des effets extrêmement délétères, puisque vous savez que l'alcool et le foie font pas bon ménage. Quelles sont les meilleures alternatives au gel pour les courses? Alors ça va dépendre aussi de votre distance, d'accord? Si vous faites de courte distance, du moyenne distance, du longue distance, c'est pas la même. Allez voir le webinaire de Fabrice hein, sur l'alimentation qui est disponible sur la chaîne de la Ligue Île-de-France de triathlon parce que ça prendrait trop de temps. Les gels, oui, mais attention de la provenance et attention aussi sur la réitération des choses. Hein, c'est toujours pareil. Donc, allez voir voilà, le webinaire de Fabrice. On en parle pendant 1 heure et demie de ça, de l'alimentation en fonction des différentes distances. Je vous invite vraiment à le faire. Vous pouvez l'écouter en podcast aussi. Voilà. D'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Voilà, vous avez vu, vous êtes dans les clubs, n'hésitez pas. On peut venir aussi, il y a certains clubs qui m'ont déjà sollicité. J'ai fait des interventions sur des aspects X, Y, Z, sur des thématiques voilà, qui sont, on va dire, dans l'environnement du triathlon, mais qui sont très importantes. Voilà, je vous souhaite une très belle saison. J'espère vous voir à Bois-le-Roi. Voilà, je serai à Bois-le-Roi tout le week-end. Voilà, donc vous n'hésitez pas, je serai là euh, pour faire notamment des animations. Cette année, c'est un peu nouveau. Je ferai des animations pour aller sensibiliser le public, c'est-à-dire les gens, les spectateurs, et pour leur dire, voilà, vous aussi, vous pouvez faire le triathlon. Le triathlon, moi je dis toujours, vive le triathlon pour tous. Hein, c'est vraiment un sport incroyable. Et aussi par le partage, on va partager énormément, je l'espère. N'hésitez pas à me voir, je serai avec le micro à Bois-le-Roi pour animer les courses. Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver tous ces webinaires précédents? C'est très simple. Vous tapez Ligue Île-de-France de triathlon sur la chaîne YouTube. Hein, vous trouvez tout. Voilà. Et puis, moi, je vous dis avec humilité, on ne sait pas tout. Hein, voilà. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi. Peut-être que je répondrai. Vous passez par le biais de la Ligue Île-de-France de triathlon. Et en tout cas, sachez que voilà, on peut, ce sont des choses très intéressantes à communiquer, à véhiculer dans vos clubs. Ce webinaire, c'était enregistré, donc il sera repartagé. Donc vous pouvez le partager avec vos amis qui font voilà, du triathlon sur les bases. Voilà, je vous dis à très vite. Je vous souhaite bien évidemment un bon appétit. Il est tard, hein. Manger tard, c'est pas très bon non plus pour la santé. Et je vous dis à très vite, que ce soit dans les clubs pour les Palaisiens. Très belle saison et aux autres aussi. À très vite sur les courses. Allez, bonne soirée. Bye.